Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftalie, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Que ce soit au climax d'une histoire, au détour d'une forêt ou sur une île déserte, personne n'est à l'abri d'une attaque mal placée, d'un chasseur de tête ou tout simplement d'une mauvaise chute. Dans l'univers de One Piece, c'est la même chose, mais en pire. Avec tous ces fous furieux avec des pouvoirs surhumains qui traînent un peu partout, le risque est grandissant. Et pourtant, pas grand monde ne meurt. Gravement blessés ou explosés, ils reviennent quasiment toujours, à des grandes exceptions près bien sûr. C'est donc de ça que nous allons parler ici, de ces moments où un personnage aurait dû mourir, et bien pouf, non. Il s'en est sorti miraculeusement, à notre grand désarroi parfois. Mais avant de commencer, n'oubliez pas que c'est une série de vidéos One Piece Moment, c'est-à-dire qu'elle sera en 3 parties, 2 pour vous et 1 pour nous. Et pour participer, c'est simple, laissez un exemple de personnage qui aurait dû mourir en commentaire. Et si on le sélectionne, on vous citera dans la dernière vidéo. Et petite précision, quand on dit que pas grand monde ne meurt, on parle bien sûr dans le présent, et pas des personnages introduits comme étant déjà morts depuis des mois, voire des années, et qu'on ne voit qu'en flashback. Et deuxième point, n'hésitez pas à rejoindre notre grande flotte. Nous sommes de plus en plus nombreux, et les Nakamas sont toujours hyper sympas. Il n'y a qu'à regarder leurs commentaires. Alors si toi aussi tu veux faire partie de cette grande aventure, c'est aussi simple qu'un abonnement et ça nous aide énormément. Mais place à la vidéo, allez, c'est parti! Petit temps, le sacrifice d'un père. Pour ce premier moment, dirigeons-nous vers Skypiea, l'île céleste, le lieu de toutes les beautés, mais surtout de tous les dangers. Les Mugiwara, après avoir emprunté un courant marin très particulier, arrivent enfin sur les lieux, et y découvrent un paysage de paradis, des plages de sable blanc à perte de vue, des cocotiers et de la verdure luxuriante. À peine ont-ils accosté qu'ils font la connaissance de 2 habitants, Konis et son père Pagaya. Tous les deux sont d'une extrême gentillesse. Hélas, l'île cache de terribles secrets. Une divinité toute puissante règne sur les lieux, et il n'est pas commode. C'est Ener, le dieu de la foudre. Mécontent de l'intrusion des pirates, il fait enlever une partie de l'équipage, poussant les autres à partir à leur poursuite. Konis leur sert alors de guide, mais en chemin, elle va tout leur avouer. C'est elle qui a prévenu les autorités, et c'est sa faute si Nami et les autres ont été enlevés. Si elle ne l'avait pas fait, Dieu l'aurait puni. C'est alors qu'un rayon fend le ciel et vient s'écraser à l'emplacement de la jeune fille. Heureusement, l'ancien dieu Ganfor la sauve de justesse. Mais ce qui est certain, c'est que la force du rayon l'aurait désintégré. Mais ce n'est pas de ça qu'on veut parler ici. Plus tard, rebelote, alors qu'elle et son père gardent le Merry, Sou, leur animal de compagnie, les alerte sur la présence d'un soldat blessé. Celui-ci leur annonce être un soldat d'Ener et que celui-ci a un plan pour tout détruire. Il est le seul à avoir survécu. Entendant ces mots, grâce à son pouvoir, Ener lance un nouveau blast sur ses troubles fêtes. Mais cette fois, Ganfor n'est pas là. Personne ne peut les sauver. C'est Pagaya qui sauve sa fille. Il la pousse et prend l'ensemble de l'attaque. Un trou béant se tient sur le lieu de l'impact. La pauvre Konis est effondrée. Mais elle doit quand même prévenir tout le monde de la catastrophe. C'est ça que son père défunt aurait voulu. Attendez, défunt? Vraiment? Eh bien non, car après la bataille et le sauvetage de l'île par Luffy, Pagaya refait surface comme si de rien n'était, sans même une égratignure. On veut bien qu'il ait pu survivre, mais sans séquelles. Regardez l'état de Zoro, Sanji ou même Usopp après un seul coup d'Ener. Bref, il a survécu. Petite précision, l'ensemble des soldats qui ont soi-disant été tués par Ener après la construction de l'Arche Maxime, eux aussi ont refait surface. C'est quand même bizarre cette histoire. Numéro 2, une résistance musclée. Ce deuxième moment prend place sur l'île de Whiskey Peak, le lieu de transition de certains équipages après avoir quitté le Cap des Jumeaux. Suite aux supplications de Miss Wednesday et de Mr. Nine, l'équipage se dirige vers celui-ci. Mais arrivé sur les lieux, une surprise les y attend. Les habitants sont incroyablement accueillants. Ils sont traités comme des rois. Tout leur est offert. Logis, alcool et même femmes. Le paradis sur Terre décidément cette première île. Mais malheureusement, non. Car toutes les personnes présentes sur place sont des assassins notoires d'une organisation de l'ombre, le Baroque Work. Et ce qui semble à première vue être un cactus géant n'est qu'une montagne avec d'innombrables tombes à sa surface, celles des pirates ayant eu le malheur de passer sur ces lieux. Et maintenant, c'est au tour des Mugiwara. Profitant de la nuit et du sommeil de nos héros, les assassins se mettent à bouger. La tâche sera simple. Enfin, pas tant que ça. Zoro ne dort pas. Tel un prédateur, il guette ses proies depuis le toit de l'auberge. Et sans sommation, il commence un massacre, faisant subir un sort sinistre à ces assassins de bas étage. Tel est pris qu'il croyait prendre. Intervient alors Miss Monday. Enlevant sa robe de nonne, elle laisse apparaître une montagne de muscles. Mais Zoro n'en fait qu'une bouchée, et d'une seule main, il menace de lui briser le crâne. Mais soudain, un autre événement se passe. 2 autres membres de cette organisation débarquent, Mr. Five et Miss Valentine. Ils sont venus chercher un infiltré dans leur rang. Il s'agit de Miss Wednesday, ou plutôt Vivi, la princesse d'Alabasta. L'objectif de l'organisation est de prendre son royaume. Le combat commence, et dans un élan de courage, Miss Monday essaye de ralentir les assaillants. Mais ils sont bien trop forts, et elle se fait littéralement exploser, et l'utilisatrice du fruit du Kilo finit par l'écraser. C'en est fini d'elle. Eh bien, encore une fois, non, car Oda ne fait pas facilement mourir les personnages. Elle y a survécu, et on la voit même dans une des mini-aventures, les quais du monde. Et le plus surprenant, c'est qu'elle a eu un enfant avec Mr. Nine, l'ex-coéquipier de Vivi. Petit 3, un coup dans l'aile.
Restons avec cette énorme saga d'Alabasta pour ce troisième moment. Nous sommes à Wren Base, la base pas du tout secrète de Crocodile dans le royaume du sable. Les Mugiwara, après avoir fait une arrivée spectaculaire, se font attraper comme des bleus, alors que Vivi lutte pour sa survie à l'entrée du casino. Mais soudain, une ombre se profile à l'horizon. Fonçons sur le champ de bataille. Il déploie ses ailes en toute hâte. Vivi n'en croit pas ses yeux. C'est Pell le faucon, le plus grand guerrier d'Alabasta. Sauvant la princesse, il arrête les agents du Parkwork ayant envahi les lieux, tout en annonçant que son fruit du démon est l'un des 5 à donner la capacité de voler. Mais un obstacle de taille se dresse sur son chemin, Miss All Sunday. De son fruit de l'éclosion, elle brise l'homme-oiseau, et de façon très violente. Quelques péripéties plus tard, une libération de prison par Mr. Prince, une tentative de fuite, un duel Luffy-Crocodile et une défaite cuisante, il va revenir et sauver notre héros, lui fournissant à manger, de l'eau et un moyen de transport. Ensemble, ils sauveront Vivi, mais le plus dur reste à faire. Battre Crocodile et trouver la bombe qu'il a cachée dans le centre-ville, lieu où s'affrontent les deux armées. Sa puissance est telle que si elle explose, elle éradiquera toute forme de vie. Vivi arrive enfin à la localiser. Elle maîtrise les agents qui devaient l'activer, mais finit par se rendre compte qu'il y a un minuteur sur celle-ci. Il reste moins d'une minute avant la fin. Tout est perdu. Mais le faucon revient et se saisit de la bombe. Il est le protecteur du royaume, le protecteur de Vivi. La sale besogne, c'est pour lui. Et sans hésiter une seule seconde, il s'envole, éloignant le danger du royaume. Et enfin, finit par exploser. La détonation est monstrueuse. Et pourtant, il y survit. On le revoit chez un paysan se faisant soigner, et plus tard dans des mini-aventures. Et là on voit ses grosses séquelles, uniquement 2 grosses cicatrices sur le torse. Et enfin, il réapparaît dans l'arc rêverie. Personnellement, on est assez déçus. La bombe aurait dû éradiquer un centre-ville entier, et là, un seul mec survit alors qu'il était à 5 cm de celle-ci. Numéro 4, le sacrifice. Nous sommes maintenant à Impel Down, la grande prison du gouvernement connue pour sa cruauté extrême. Les prisonniers, et ce dès leur arrivée, y sont torturés jusqu'à la limite de la mort, trempés dans des marmites de sang bouillant, affamés et bien plus. Le rêve quoi. Après sa capture par Barbe Noire, Ace au point ardent est emmené sur ces lieux. Son frère, Monkey D. Luffy, décide alors de se rendre sur place pour le sauver. Infiltrant les lieux grâce à ses alliés, il libère à chaque étage des prisonniers pour l'aider. Baggy le clown, Galdino alias Mr. Free et Bon Clé, l'homme aux fruits du travesti. Malheureusement, leur avancée est stoppée net par un véritable monstre, Magellan, le directeur de la prison. De son poison, il immobilise Luffy et fait fuir les autres. Le chapeau de paille est jeté au niveau 5. Mais Bon Clé n'abandonne pas. Il se fait passer pour le vice-directeur et sauve son ami au péril de sa vie. L'emmenant au niveau 5.5 où il sera soigné, le sauvetage reprend. Mais arrivé au niveau 6, Ace n'y est déjà plus. Il est déjà en route pour le lieu de l'exécution, Marineford. Luffy et ses nouveaux alliés font alors le chemin inverse. C'est la grande évasion. Après nombre de batailles, il passe les portes de la prison et vole un bateau. Et enfin, il se retrouve face à la porte de la justice, la dernière défense du gouvernement. Et surprise, celle-ci s'ouvre. Une voix s'élève du Denden Mushi. C'est l'œuvre de Bon Clé. Il est resté sur place, s'est fait passer pour le directeur et a ordonné l'ouverture des portes. Mais en échange, il s'est sacrifié. Entendant les pleurs de ses amis, il tombe à genoux de bonheur, alors que le vrai Magellan débarque et se dresse devant lui. Il le sait, il va mourir empoisonné, dans d'atroces souffrances. Eh bien non, il revient dans une mini-aventure. Au chapitre 666, on le voit de dos au niveau 5.5. Et il en est devenu le souverain. Pourtant, il est dit que le poison de Magellan n'avait pas de remède. Et le seul qui pouvait le contrer dans la prison, c'était Ivankov qui s'était déjà évadé. C'est à n'y rien comprendre. Mais on sera tous d'accord, on est quand même vraiment heureux qu'il soit vivant. Petit 5, des fils dans les organes. Le 5e de ce top est assez particulier, car après tout, on peut comprendre qu'Oda les fait survivre. Mais ça reste étonnant. Nous sommes à Dressrosa. La bataille pour la tête de Doflamingo fait rage. Son petit manège, la transformation en jouet des opposants, a été découvert, et même annulé par Usopp. Il a donc activé sa Birdcage et enfermé tout le monde. Malheureusement pour lui, le duo Law-Luffy arrive très vite à son niveau, et un énorme combat s'engage. Utilisant la ruse, les deux de la pire génération blessent gravement Doflamingo au ventre, lui écrasant les organes grâce au Red Hawk. Et pire, Law, après avoir perdu un bras, utilisera son Gamma Knife pour détruire l'ensemble des organes de l'opposant d'un seul coup, le laissant gisant au sol. Pourtant, le monstre se relèvera. Son fruit du démon lui permet de recoudre ses organes. Il le précise lui-même, c'est rudimentaire, mais ça marche. Pourtant, il se prendra quelques coups du Gear fort, et lors de sa chute, il perdra connaissance. Comme pour la Birdcage, on s'attendait à ce que les fils de son estomac disparaissent, mais il semblerait que non. Malgré les organes en bouillie et de multiples commotions cérébrales, il se retrouve quasiment en pleine forme dans le bateau prison le transportant jusqu'à Impel Down. Il a même la force de gigoter dans tous les sens et vociférer des menaces. Numéro 6, la déception d'un Yonko.
Et enfin, pour le dernier moment de cette première partie, parlons d'un événement ô combien décevant, mais qui est passé si inaperçu, et vous allez vite comprendre pourquoi. Nous sommes sur Whole Cake Island. L'équipage essaye de s'y infiltrer dans le but de sauver leur nakama, Sanji. Mais ils savent que la tâche est ardue. Big Mom règne sur les lieux, et elle n'aime pas que des petits genoux viennent la défier. Après tout, c'est une Yonko. Au tout début de l'arc, dans une des villes de l'archipel, du bruit se fait entendre. Les habitants hurlent et fuient. Un monstre traverse la ville en saccageant tout ce qui s'y trouve. Et cette chose, c'est leur impératrice en pleine crise. Sa maladie du sucre fait des siennes, et elle veut un croc en bouche à tout prix. Tant que ça ne sera pas fait, elle ravagera tout, quitte à tuer la population entière. C'est assez sage comme façon de gouverner. C'est alors qu'un de ses enfants lui fait face. Charlotte Mascato, le ministre de la glace. Essayant de calmer sa mère, il annonce que le croque-en-bouche est en chemin. Mais ça ne sert à rien, bien au contraire. D'une voix terrible, Big Mom lui demande « Des bonbons ou la vie ?» Le ministre de la glace essaye de fuir, mais rien n'y fait. Il se fait attraper et Big Mom lui enlève 40 ans d'espérance de vie. Il en meurt sur le coup. Son corps touche le sol dépourvu de vie. L'ensemble de sa fratrie présente n'intervient pas. Ça n'aurait servi à rien de toute façon. Il faudra l'intervention de Jinbei, le livreur de croque-en-bouche, pour que les choses s'apaisent. Après l'incident, Mondor transportera ensuite le corps de son frère. Mais ce n'est pas fini. Car contrairement à tout ce qui a été dit dans le manga à ce moment-là, tout ce sentiment de terreur instauré par Mama, toute cette puissance qui émanait d'un Yonko capable de tuer n'importe qui en lui volant sa vie, eh bien Moscato survit. On le revoit plus tard sur le Queen Mama chantant. On pourrait croire une erreur de la part d'Oda. Eh bien non, le personnage a été confirmé comme étant vivant. Alors si vous aussi vous êtes déçus, laissez un pouce bleu. Voilà, c'est déjà la fin de cette première partie. N'oubliez pas de laisser vos suggestions en commentaire, ça nous ferait très plaisir et vous serez cité dans la troisième partie. Nous aurons quelques annonces à faire dans les prochains jours, donc restez à l'écoute. C'était Silver et Copper pour After Lil. À bientôt les accros de One Piece.